Salut tout le monde, content de vous retrouver, nous sommes le jeudi 24 novembre 2022. Alors on a un Bitcoin finalement qui se stabilise toujours sur les mêmes niveaux, donc on va pas en parler aujourd'hui. On a fait déjà une analyse rapide dessus hier ou avant-hier, je ne sais plus. Et bien sûr on a évoqué le fait que ça risquait de prendre un petit peu plus de temps, peut-être une semaine, 2 semaines, 3 semaines, avant qu'il y ait une décision qui soit prise à la baisse ou à la hausse, ça on peut pas le savoir, mais effectivement avant qu'une décision soit prise sur le Bitcoin. En tout cas ce qui est sûr, c'est que on a vu ensemble que le bottom n'était pas loin, et que, a priori, les niveaux actuels sembleraient intéressants pour lisser des achats sur le Bitcoin et peut-être sur les altcoins, mais ça, justement, on va en parler aujourd'hui des altcoins. On va commencer avec l'altcoin dominance. Vous voyez ici, j'ai mis des rectangles rouges et verts qui représentent des phases haussières, des phases baissières, mais finalement, c'est des phases haussières et des phases baissières du Bitcoin que j'ai transposé sur l'altcoin dominance, et on va voir qu'il y a des choses intéressantes à dire dessus, notamment sur le fait que nous sommes passés dans une nouvelle phase à propos des altcoins, notamment dû à l'adoption de la DeFi, ce que j'ai encerclé ici en jaune. Mais vous allez voir qu'on va parler de ça et on va voir que sur les graphiques, finalement, on a des informations qui nous sont données par rapport à ça, par rapport au fait que cette adoption est faite. En tout cas, partiellement, c'est que le début de l'adoption. Peut-être que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, on sait qu'en fait le nombre d'utilisateurs de la DeFi peut encore être multiplié a priori par 10, voire par 100, voire peut-être par 500. On est vraiment dans les tout débuts de ce phénomène, mais ça a déjà été marqué par une modification du rapport qu'il y a actuellement entre le Bitcoin et les altcoins. C'est ça dont on va parler aujourd'hui. On va voir effectivement aussi le graphique du Dash, parce que le Dash, on a vu sur CryptoBubble, je vois 25%, Litecoin 30%. On va voir un petit peu son graphique rapidement. On va ensuite parler de Matic, qui se comporte très très bien. J'avais pas regardé ces derniers mois son graphique par rapport au Bitcoin. En fait, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai 4000 Matic sur Celsius et je suis dégoûté en fait. Parce que je n'y ai plus accès, donc ça m'a saoulé un petit peu. Et donc j'en ai racheté un petit peu sur Binance pour me dire voilà, j'en ai quand même gardé une certaine somme parce que j'avais envie d'en avoir dans le portefeuille. Mais malgré tout, le fait d'avoir 4000 Matic bloqués sur Celsius que a priori j'aurais du mal à récupérer, ça m'a un petit peu dégoûté, ça m'a sorti en fait de l'analyse à tort du graphique de Matic, alors que c'est une crypto-monnaie effectivement qu'il faut, je pense, regarder à tout prix en ce moment. On a ensuite Chiliz qu'on va observer. On voit qu'il y a le revers de la médaille actuellement. On avait vu ensemble, je pense qu'on a dû faire cette analyse sur la chaîne, qu'on avait un joli V-bottom ici de dessiné. Et il y a un peu le revers de la médaille en ce moment avec une performance extrêmement négative, regardez, similaire à celle du FTT pour le cheese sur une semaine. Mais en fait, ça c'est ce que j'aime voir. Cette performance qui prouve que les personnes sont intéressées par cette crypto, que les investisseurs sont intéressés par cette crypto, même en bear market. Le fait que cette crypto-monnaie est une résilience par rapport au Bitcoin assez importante sur ces derniers mois, puisque regardez, en juin on était sur les 8 centimes, et puis actuellement on est à 17, et on a touché ici les 29. Donc ça prouve que en fait, même en phase de bear market, cette crypto-monnaie montre qu'elle est là, qu'elle est présente. Et derrière, qu'est-ce qu'on voit? Un retracement qui s'opère, qui commence à se dessiner. Et donc là, justement, on a l'information qui nous est donnée, oui, les investisseurs sont intéressés, oui, cette crypto-monnaie montre une certaine résilience. Maintenant, ce qui reste à voir, c'est quel niveau bas peut être atteint et est-ce qu'on pourrait saisir une opportunité d'achat intéressante. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut le voir. On va essayer d'identifier justement ce niveau d'achat pertinent, en tout cas celui sur lequel moi, personnellement, j'augmenterai mon bag de Chiliz. Ensuite, on va parler de la crypto-monnaie CRV, rapidement, qui se comporte également pas mal. Et on terminera par Appcoin et puis le Dogecoin. Ceci étant dit, je vous passe la petite introduction et moi je vous dis à tout de suite pour le début de cette émission. Je commence en vous disant que si le contenu vous plaît, pensez à l'abonnement, pensez au like sur la vidéo, ça permet le référencement. Et voilà, il faut savoir que en ce moment c'est le bear market, à la fois sur le prix des crypto-monnaies, et à la fois sur YouTube et sur, bien sûr, mes revenus liés à ce business que je fais sur YouTube, parce que je produis des vidéos gratuites, mais effectivement, ça me rapporte de l'argent, mais vraiment pas beaucoup. Il faut le savoir que YouTube me rémunère entre 50 et 70 euros par mois en ce moment pour le contenu que je produis, notamment avec effectivement les publicités qui sont affichées sur vos vidéos, au milieu de vidéo, au début, à la fin de vidéo. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça rémunère
très peu, notamment avec 1000 vues comme moi j'ai sur la chaîne. Hein. Et donc pour vraiment gagner sa vie sur YouTube, enfin grâce uniquement à YouTube, hein, parce qu'après il y a aussi des partenariats, il y a d'autres choses, mais il faudrait avoir, je sais pas, 15 000 vues, 20 000 vues par vidéo et faire 20 vidéos par mois, voilà, pour vraiment avoir juste un salaire acceptable, on va dire. Donc il faut comprendre que derrière il y a les partenariats et tout ça, donc la personne qui fait 20, 30 000 vues, a priori, a également des revenus annexes. Moi j'ai pas fait de partenariat depuis longtemps, c'est pas l'objectif, je gagne ma vie autrement, je tiens à le préciser, je suis pas en train de demander la charité ici, pas du tout, ne me faites pas de donations parce que j'ai dit ce que je viens de dire, mais simplement sachez que les youtubeurs, enfin en tout cas moi pour ma part, je fais ça pour le plaisir et pas pour vous escroquer comme certains le pensent ou certains le disent dans les commentaires. J'ai pas eu ce genre de commentaires depuis longtemps, peut-être parce qu'on a passé la phase de panique vraiment excessive des cryptos où les gens étaient un peu énervés, et sur les nerfs on a plutôt passé cette phase et maintenant on est plutôt dans une phase de dépression, mais d'ailleurs on va aller voir un petit peu, d'ailleurs je me pose la question, ça fait longtemps que je suis pas allé voir ça, le cycle de marché actuel, c'est intéressant de regarder ça, peut-être que je vais me tromper dans l'endroit où nous sommes, hein. Mais effectivement, selon moi, alors je disais la phase de dépression, mais en fait je suis pas sûr qu'on l'ait atteinte encore cette phase de dépression, parce que finalement j'ai l'impression, bon enfin c'est pas une impression, c'est le cas, le marché fait des nouveaux plus bas un petit peu à chaque fois. Donc si je regarde le prix du Bitcoin ici, vous voyez on est vraiment sur quelque chose de baissier. Et donc si on regarde les phases que l'on peut observer ici sur ce graphique, on est plutôt sur cette phase baissière. Vous voyez, panique, donc déni, panique, capitulation, colère. Est-ce qu'on est dans la phase de colère ou non ? Bah ça c'est difficile de le dire. Si je retourne sur le Bitcoin, non, même pas. En fait, quand je regarde le cycle, j'ai vraiment l'impression qu'on est encore, malheureusement, hein, bien sûr, dans cette phase de capitulation, et qu'a priori, on pourra peut-être voir cette phase de colère lorsqu'on aura un début de latéralisation propre et qu'on arrêtera de faire de nouveaux plus bas. Ou alors, vous le voyez ici sur le graphique, des plus bas, mais avec une chute imaginez une trendline là, hein, une chute beaucoup moins exponentielle. Et ça, c'est pareil, est-ce qu'on a commencé à le faire ? Ouais, on peut dire peut-être que nous sommes dans cette phase de colère. Regardez, on a une chute exponentielle jusqu'ici, et désormais, pourquoi pas imaginer quelque chose comme ça, vous voyez ? Donc je conclus peut-être ceci en disant que nous sommes peut-être dans une phase de colère, à condition qu'on n'ait pas de purge supplémentaire qui nous amène directement aux 13 500. Sinon finalement, si on va par exemple directement, admettons, aux $8 000, à ce moment-là on pourra dire que l'exponentialité finalement de la chute est toujours conservée. En revanche, si on arrive à conserver cette trendline que vous avez ici à l'écran, on pourra constater que la chute est de moins en moins exponentielle, que là peut-être on aura quelque chose qui dessine ceci, et peut-être qu'à un moment, voilà, on trouvera le point bas, et puis qu'on aura la phase de dépression qui s'amorce ici. Dépression, je ne vais pas l'écrire en entier, hein, c'est un peu chiant à le faire sur TradingView. Et donc voilà, la conclusion pour moi, on est peut-être dans la phase de colère, mais on n'est pas sûr, puisque il faut que ça se dessine, que ça se valide par la suite. C'est comme toutes les phases, en fait, on peut les déterminer qu'une fois qu'elles sont réellement passées. Je reviens un peu à ce que je disais pendant l'émission d'hier. Ici, on ne pouvait pas encore dire qu'on était en bear market, on ne le savait pas, il y avait cette ligne, etc. Il a fallu attendre qu'on la casse concrètement, qu'on retourne aux 20 000 pour confirmer le fait que c'est un bear market. Donc toutes les phases de marché on a leur confirmation, on peut dire que voilà, c'est bien ça, on ne s'est pas trompé, qu'une fois qu'elles ont déjà eu lieu. Et c'est là le piège, et c'est pour ça que c'est dur en fait, hein, l'investissement, et que c'est pas parce qu'on regarde les cycles, tout ça, que on va réussir à acheter le bottom et à vendre le top. C'est très difficile. Allez, transition, on passe sur l'altcoin dominance. Ici, on observe ce graphique tout simplement qui représente la puissance des altcoins par rapport au Bitcoin. On voit que en 2017-2018, c'était la folie. Ethereum finalement avait fait son apparition quelques années au préalable et a montré sa puissance, a montré son intérêt. En tout cas, les investisseurs ont spéculé sur l'intérêt futur que finalement Ethereum pourrait développer. Ils ont eu raison, puisque aujourd'hui, il y a des vraies utilités à tout ça, avec une adoption, on va dire, de la DeFi qui a été faite, selon moi, entre le mois de décembre 2020 et le mois de mai 2021. Ici, en fait, lorsque là nous étions sur ce sommet, on peut dire que clairement on a adopté, en tout cas, beaucoup d'utilisateurs ont adopté la DeFi et la possibilité d'acheter des crypto-monnaies sur des blockchains différentes. Vous allez pouvoir acheter du Bitcoin sur la blockchain d'Ether maintenant, alors qu'avant c'était complètement inimaginable. Vous avez la Binance Smart Chain, vous avez Polygon, etc., des crypto-monnaies d'ailleurs dont on va parler, notamment Polygon avec son token Matic, qui ont fait leur apparition et des blockchains qui ont fait leur apparition. Et d'ailleurs, ça s'est matérialisé par une hausse sans chute par la suite. Et ça, c'est intéressant. Ici, vous avez vu que cette hausse
était principalement de la spéculation, notamment parce qu'on revient sur des niveaux bas. Alors entre ici et ici, il y a quand même 4000%. Hein. Mais voilà, la hausse était tellement importante qu'en fait, on n'est pas revenu sur les niveaux précédents. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même une vraie chute qui s'est opérée par la suite. Donc ça veut simplement dire que ce mouvement-là était de l'over-spéculation, trop de spéculation. Derrière, le prix a retrouvé un équilibre au niveau des altcoins en tout cas. Et les altcoins ont énormément chuté par rapport au Bitcoin par la suite. C'était vraiment, on va dire, de la spéculation excessive. Alors que là, l'adoption de la DeFi, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, nous montre qu'en fait, c'est pas un événement qui a créé de l'euphorie sur les altcoins et qu'en fait, ce mouvement haussier que l'on a ici, donc entre le mois de donc le crash Covid ici et le sommet de quand même 300% quasiment, donc de la valeur des altcoins par rapport au Bitcoin. Hein, je reviens ici sur je rappelle que je suis sur l'altcoin dominance. Eh bien, ici, n'a pas été de l'over spéculation. En tout cas, le prix actuel nous montre que le marché a accepté ce prix pour les altcoins. Donc, en fait, quand on voit ce qu'il y a ici à l'écran, je pense que on peut quasiment se dire que cette partie du graphique est à sortir de notre tête. Parce que je ne pense pas, je dis bien je pense pas, ça veut dire que je ne suis pas sûr et qu'effectivement, ça, c'est mon avis. Que les altcoins, donc aujourd'hui, retournent, en tout cas sur l'altcoin dominance, on est des altcoins qui reviennent en dessous de cette ligne. Là, vous avez eu la catastrophe absolue pour les altcoins et la DeFi, c'était l'histoire de Terra Luna. Pour moi, c'était une catastrophe absolue. L'UST était capitalisé à hauteur de 15 ou 20 milliards, c'était le top 2 des altcoins, ou top 3, je sais pas, mais c'était incroyable. Et il s'effondre, il retourne à zéro. Donc comment vous pouvez avoir... Enfin, on peut toujours imaginer pire, mais c'était déjà extrêmement important comme événement. Et effectivement, on a eu des altcoins qui ont énormément chuté par rapport au Bitcoin. La confiance dans les altcoins a été perdue. La confiance en la DeFi a été perdue à ce moment-là. Et vous voyez, on est venu chercher cette box rouge ici. Mais on n'est pas allé plus bas. Donc je ne pense pas que ce niveau-là pourra être cassé à l'avenir. Et je pense qu'on va rester dans ce range et dans cette box. Jusqu'à ce que, effectivement, eh bien, l'adoption se fasse encore plus, qu'il y ait de plus en plus d'utilisateurs de nouveau dans la DeFi et que l'altcoin dominance explose à la hausse et que également du coup la Bitcoin dominance chute parce que là on est encore sur une Bitcoin dominance d'environ 35% je crois, 40%. Ça veut dire que le Bitcoin représente 35% de l'argent total qu'il y a dans les crypto-monnaies. Je pense que peut-être dans 4, 5 ans, 10 ans, le Bitcoin représentera peut-être plus que 5% de l'argent total dans les crypto-monnaies, tout en ayant un Bitcoin sur un prix de 100 000 ou 200 000 $. C'est possible. Ça vous laisse imaginer un peu la capitalisation totale de la cryptosphère à ce moment-là. Mais oui, c'est ce en quoi je crois en tout cas. Mais voilà, je voulais vous faire ce petit rapprochement, simplement pour nuancer certaines choses, notamment lorsque je suis là en train de vous dire que oui, on est haut sur le graphique de l'altcoin dominance, oui, c'est dangereux, on peut chuter, c'est vrai, mais moi je ne m'attends pas spécialement à une chute qui revienne à quelque chose où on aurait des altcoins qui reviendraient ici dans cette zone de rechargement. D'ailleurs, j'ai plutôt bien fait mon cercle. Ça, je ne crois pas. Je pense qu'effectivement, si on revient sur cette ligne, il y a déjà une opportunité à saisir. Attention à agir avec modération au niveau de cette ligne-là. Mais par la suite, vous avez également cette ligne qui est un peu plus basse que j'ai tracée ici, qui est une très très grosse zone de support. Attention, si on y retourne, pour moi, c'est opportunité en or pour les altcoins. Et je doute qu'on y retourne d'ailleurs, pour être honnête avec vous. Donc il va falloir saisir des opportunités petit à petit. Et plutôt que de prendre une zone de rechargement, vous voyez, au niveau de cette altcoin dominance qui récupère toute cette hausse, sachant que pour moi, le prix actuel a été accepté, et on le voit, les rectangles, je le rappelle, les rectangles verts, c'est le bull run du Bitcoin, les rectangles rouges, c'est les bear market, donc les marchés baissiers du Bitcoin également. Ce qui veut dire que là, on avait un Bitcoin qui montait, une altcoin dominance qui montait, un Bitcoin qui descendait, une altcoin dominance qui descendait, etc. Là, on voit que c'est plus pareil. Le Bitcoin monte, l'altcoin dominance monte, le Bitcoin descend, l'altcoin dominance ne descend pas. Voilà, vous voyez que c'est pour ça que je dis que le prix a été accepté. Donc pour moi ce qu'il faut faire, donc c'est pas reprendre ce Fibo là, c'est ce que j'étais en train d'expliquer juste avant, mais plutôt en prendre un qui viendrait chercher, regardez, ce point bas en juin 2022 et ce point haut ici récent, donc entre Terra Luna et maintenant. Et regardez, on a une zone de rechargement qui s'établit par ici. Si on revient dans cette zone là de prix, enfin en tout cas au niveau de l'altcoin dominance, dans cet espace là, parce que c'est pas un prix ici que je suis en train d'indiquer, vu que j'ai pris le total 2 et que je l'ai divisé par le Bitcoin USD pour obtenir l'altcoin dominance. C'est pas un prix, il n'y a pas d'achat à déclencher. Mais en tout cas, moi si on revient dans cette zone, je changerai une quantité certaine et importante de Bitcoin pour des altcoins. Et je commencerai même à le faire si on vient chercher cette trendline que vous avez ici, qui est dessinée à l'écran. Maintenant, on est quand même en plein milieu d'un bear market ici, au niveau du prix du Bitcoin. Donc, il ne faut quand même pas
balancer des plans sur la comète en se disant oui, les altcoins vont surdominer le Bitcoin pendant la phase de bear market et donc avoir un ATH ici historique. Ça, c'est pas un scénario que j'imagine, mais si ça arrive, croyez-moi, je serai déçu parce que j'ai déjà accumulé pas mal de Bitcoin et revendu pas mal d'altcoins. Enfin, en tout cas, je vais pas être au top de ma forme, mais je pense que je saisirai cette opportunité pour revendre encore plus d'altcoins pour du Bitcoin en attendant, pourquoi pas, un retour sur Neckline, tout simplement. Et il faut savoir que malgré tout, même si ça monte, aujourd'hui, je vous le dis, j'ai un portefeuille à peu près composé de 50% d'altcoins, 50% de Bitcoin. Dans tous les cas, je serai gagnant puisque la moitié de mon portefeuille est composé aujourd'hui encore d'altcoins, au cas où. Mais si ça descend, bim, évidemment que je recharge plus d'altcoins et j'aurai probablement beaucoup moins de Bitcoin dans le portefeuille. J'adore jouer et jongler avec ce ratio pendant les phases de bear market comme celle que l'on connaît actuellement. Voilà, j'en ai fini avec l'altcoin dominance, on va enchaîner avec le Dash. Alors le Dash, CryptoBubble nous indique 25% de performance, donc quand on voit ça on se dit bah voilà, le Dash est en train de tout péter en ce moment. Donc on va regarder son graphique, ici vous l'avez en weekly sur son prix par rapport au dollar. On voit effectivement cette légère bougie, si on se met en logarithmique, effectivement on la verra peut-être un peu plus importante sur l'échelle du graphique. Parce qu'en fait, cette crypto-monnaie-là est quasiment sur un bottom. Je ne prends pas en compte cette mèche qui représente n'importe quoi, mais vous voyez ici que voilà, on avait le bottom donc, qui se trouvait sur cette ligne, et qu'effectivement on a fait un double bottom ici, on est même allé un petit peu plus bas récemment. Et donc, si on prend la phase de hausse précédente de 2021, eh bien, le Dash était passé ici de 37 $ à 460. Incroyable en fait, il a fait x10 le Dash, mais c'est incroyable. Regardons un petit peu son prix par rapport au BTC. Son prix par rapport au BTC nous indique que ici en 2021, oui, en fait, quand on regarde ça, on voit directement que le Dash en fait c'est une crypto-monnaie en perdition, parce qu'en fait son prix a beau avoir fait x10, donc x10 par rapport au dollar, on voit bien que par rapport au Bitcoin, et que si je reprends son prix avant bull run, en 2019, voilà, il a perdu 88% de sa valeur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous aviez acheté du Dash en 2019 et que vous l'aviez conservé jusqu'à aujourd'hui, eh bien vous seriez neutre sur votre portefeuille, vous auriez peut-être, je sais pas, peut-être même perdu de l'argent en fait, je sais pas, faudrait voir le graphique, regardez 2019, on était là, 2020, 2019, ouais, vous auriez sûrement perdu de l'argent, vous voyez, il était à 150 $ ici, en fonction du moment où vous l'auriez acheté, bon, vous seriez plus ou moins en négatif. Par contre, si vous aviez acheté du Bitcoin à ce moment-là, eh vous seriez en positif aujourd'hui. Le Bitcoin vaut 16 000 $ à l'époque, voilà, il valait plutôt 3 000, 5 000, 6 000, 7 000, 8 000 $, mais jamais 16 000. Donc vous seriez probablement à x3, donc effectivement, on peut en conclure que le Dash est une crypto-monnaie en perdition, malgré tout. Je ne me suis pas renseigné sur le projet et sur éventuellement si des gens étaient en train de travailler dessus, s'il y avait effectivement quelque chose qui pouvait le faire renaître ou non. Et donc je ne peux pas vous certifier à 100% que cette crypto-monnaie va disparaître, mais en tout cas le graphique actuel me donne pas du tout envie d'investir, et c'est pas parce que je vois 25% sur cette crypto-monnaie que je vais me ruer dessus. Au contraire, c'est même l'effet inverse qui se passe, hein. Voilà, je remets son graphique par rapport au Bitcoin. Voilà, sa réelle période, c'était ici en 2017-2018. Depuis, on peut dire que c'est fini. Maintenant, j'enchaîne avec Matic. Je faisais cette petite aparté sur le Dash pour vous exprimer mon avis et surtout pour vous montrer qu'il est indispensable de regarder les prix des crypto-monnaies par rapport au Bitcoin pour essayer de voir si elles valent le coup. On va regarder Matic maintenant. Matic, c'était une blockchain à part entière qui va finalement petit à petit devenir un layer 2 de la blockchain d'Ether. C'est des notions qui sont un peu complexes, que je ne comprends pas non plus à 100%, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une blockchain qui est toujours présente et qui, malgré le crash, a montré sa résilience, notamment au niveau du prix et également au niveau des différents partenariats qu'ils ont fait ces derniers temps, que je ne vais pas détailler ici, que je vous invite effectivement à vous renseigner à ce sujet. C'est assez incroyable. Et aujourd'hui, son prix, il se situe aux alentours des 84 centimes, après que l'on ait touché un point bas aux alentours des 34 centimes, pendant effectivement la phase de crash de Terra Luna. Voilà, tout simplement, c'était le bottom sur la plupart des altcoins, et on l'a vu sur l'altcoin dominance juste avant. Donc elle montre une certaine résilience, cette crypto-monnaie, ça c'est très intéressant. Si on prend tout de même donc ce sommet-ci, on observe que on n'a pas de retour sur les 61,8, que c'est pas un scénario, c'est pas un graphique favorable qui me donne envie d'investir effectivement à l'instant présent,
Malgré tout, si le projet continue dans le sens actuel, peut-être que le retour sur les 61,8 n'aura pas forcément lieu. C'est là où il y a tout un dilemme quand on fait de l'investissement en général, de savoir si on achète maintenant ou si on attend. Mais moi, j'ai pas la réponse. Ce que je sais, c'est que clairement, 38,2, pourquoi pas, c'est un bon chiffre. Vous voyez que là, on est venu mêcher dessus, on rebondit légèrement. Donc les 77, 75 centimes, ça reste un bon chiffre. Malgré tout, surtout que regardez ici, je peux me mettre une sorte de ligne horizontale, et bim. On voit que c'est une zone qui a été pas mal travaillée, hein. Ici également sur cette clôture, là on l'a cassé comme dans du beurre et aujourd'hui on s'en sert en tant que support. Tant que cette zone tient, effectivement on peut se dire que là on a des prix intéressants. Malgré tout, si elle casse cette zone, les 59 centimes voilà, semblent inévitables, voire les 47. Donc c'est toujours à relativiser et c'est pour ça que comme d'habitude, bien sûr, on investit par palier, par étape. Aujourd'hui, si je regarde le RSI, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à voir. C'est que là, je suis en weekly, et on observe que là, on était revenu sur les 50, et qu'en fait, ce sommet-là ne montre vraiment aucune espèce de divergence, ou aucun ralentissement finalement de cet effet de hausse que l'on a actuellement. On a des bougies vertes très puissantes en fait. Plus vous avez des fluctuations, en fait le RSI il est calculé sur ici donc 14 parce que j'ai choisi, enfin c'est le truc de base au niveau de la longueur des bougies, donc 14, c'est-à-dire qu'on prend en compte les 14 dernières bougies, on va regarder les écarts qu'il y a entre le début des bougies et la fin des bougies, et si cet écart additionné, donc avec les écarts positifs et négatifs, finalement si cet écart est supérieur à 0, eh bien vous allez avoir un RSI supérieur à 50. Si cet écart est inférieur à 0, vous allez avoir un RSI inférieur à 50. Donc ça veut dire que là, on est revenu par exemple sur les 58. Ça veut dire que lorsque nous étions sur cette zone de prix-ci, voilà, vous prenez les 14 bougies précédentes et vous faites, effectivement, alors je ne sais pas jusqu'où ça va, 14, je n'ai pas compté, vous faites l'addition, en tout cas, des écarts entre les bougies vertes et les écarts entre les bougies rouges, et vous trouvez un chiffre forcément positif puisqu'on était sur un RSI à 58 au-dessus des 50. Bref, petite explication du RSI ici, simplement pour dire que la puissance des boules est toujours présente, malgré le fait qu'on fasse des nouveaux sommets. C'est plutôt bon signe sur Matic. Maintenant, pour observer la résilience que cette crypto a sur ce marché, eh bien, il suffit de le regarder par rapport au Bitcoin pour observer que ici on a fait un double top assez propre. Regardez, je vais essayer de mettre ma ligne horizontale avec l'aimant pile poil ici. Ah, c'est pas un double top. Regardez, on s'est arrêté quelques... Non mais je plaisante. Effectivement, c'est un double top. On a fait deux mèches sur le même niveau. Aujourd'hui, vous voyez qu'on a une structure assez intéressante sur Matic par rapport au Bitcoin, avec une sorte de canal en expansion que je vous dessine maintenant à l'écran. Voilà, comme ça. On voit qu'on n'a pas clôturé dessus, donc on peut s'attendre peut-être à une clôture prochainement sur cette zone de prix. Et effectivement, ça serait pas très étonnant. On est dans un canal en expansion, donc on vient chercher le haut, le bas de ce canal jusqu'à ce qu'un jour il soit cassé dans un sens. Peut-être, espérons-le, à la hausse, avec ce Matic ultra puissant en ce moment. Malgré tout, attention, là je vous montre également ce graphique pour vous dire que, eh ben oui en fait, je vous parlais du prix par rapport au dollar, mais par rapport au Bitcoin, sans aucun problème, on peut revenir par ici, ce qui lui ferait une perte par rapport au prix actuel d'approximativement 35%. Donc si on prend les 80 centimes de la valeur donc, de Matic actuellement, qu'on enlève 35%, je pense qu'on arrive à peu près sur les 45-50 centimes, qui représentent la zone de rechargement que je vous ai montré juste avant, vous voyez. Donc je pense que l'investisseur patient aura probablement une bien meilleure opportunité sur Matic plutôt que l'investisseur, on va dire, impatient, qui souhaiterait acheter dès maintenant parce qu'il a peur de rater le train. Ce qui d'ailleurs peut arriver d'ailleurs ça peut être le cas, l'investisseur patient peut-être ratera ce train, voilà. Mais malgré tout, il ratera ce train en connaissance de cause et en sachant que c'était le plan qu'il voulait jouer. Soit c'était un prix abordable qui lui paraissait honnête à 45 centimes, soit il préférait rater le train et il ne regrettera pas son choix. Bien sûr, il ne faut jamais regretter ses choix dans l'investissement. Voilà pour Matic. On va continuer avec Chiliz qui également montre une très grosse résilience, raison pour laquelle je voulais vous en parler. En revanche, en ce moment, on voit qu'une chute est en train de s'opérer, une chute assez intéressante qui pourra soit nous offrir une opportunité d'investissement très intéressante ici entre les 16 et les 12 centimes puisque c'est la zone de rechargement de cette petite hausse que l'on connaît depuis le crash Terra Luna et les niveaux actuels. Soit effectivement nous mettre à l'amende avec cette épaule tête-épaule tout simplement et ce retournement. Et à ce moment-là, voilà, vous prenez cette ligne-là, vous copiez-collez et vous avez votre objectif d'épaule tête-épaule. Donc oui,
acheter du Chiliz maintenant, ça peut être pertinent, hein. Regardez ce graphique, épaule tête épaule possible, avec un retour ici sur les 49 centimes possible. On est à 17, ça fait quand même un x 2. Voilà, c'est un coup qui peut se tenter sur Chiliz. Malgré tout, l'épaule tête épaule, c'est pas sûr qu'on la produise parce que déjà elle n'est pas confirmée. Pour la confirmer, il faudrait venir chercher donc clairement cette ligne des 30 centimes et casser et donc confirmer, clôturer au-dessus des 30 centimes. En attendant, bah, bien sûr, hein, les épaules tête épaule ne se font pas à chaque fois. Et derrière, eh bien, pourquoi pas venir chercher ce niveau entre les 16 et les 12 centimes. Voilà, donc ça représenterait par rapport au niveau actuel une baisse de 20%. Mais pour un investisseur aujourd'hui qui souhaiterait se créer un bag de Chiliz pour du moyen long terme, 2 ans, 3 ans, 4 ans, pourquoi pas pour spéculer sur le prochain bull run. Voilà, je pense que l'opportunité actuelle est probablement intéressante aux alentours des 17 centimes aujourd'hui sur Chiliz. On va refaire le même travail que sur Matic et regarder sa résilience. Et quelle est la résilience de Chiliz? Pour ça, bien sûr, je le regarde par rapport au Bitcoin. On aura la possibilité, on a déjà la possibilité, mais peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ça sera plus par rapport au Bitcoin que je regarderai les crypto-monnaies pour voir leur résilience, mais par rapport à l'Ether, peut-être par rapport au Binance Coin. Imaginons que le Binance Coin soit capitalisé à hauteur de l'Ether dans quelques années. Voilà. Simplement pour vous dire que le Bitcoin, on l'utilise parce que c'est le leader du marché, mais ça sera peut-être pas toujours le cas. Donc là, le Bitcoin, donc le Chiliz par rapport au Bitcoin, effectivement, bah, est-ce qu'on a fait un ATH? Non, mais vous voyez qu'on n'est pas très loin de cet ATH. Et effectivement, bah, on a un Chiliz qui a surperformé, hein, le Bitcoin ces derniers mois et qui, regardez-le sur ce graphique, je trouve ça incroyable. Et d'ailleurs, ça reprend un peu ce que je disais tout à l'heure. Lors du précédent marché baissier, hein, c'était pas comme ça que ça se passait. C'était pas comme ça. On n'était pas dans un contexte similaire. On avait des altcoins qui prenaient très très cher. Le Bitcoin qui surdominait le marché, moins 78% sur les altcoins. Là, c'est pas le cas. Et on le voit sur certains graphiques, comme celui du Chiliz par exemple, comme celui du Matic, comme celui du BNB, avec des altcoins, regardez, qui sont très, enfin, avec sur des graphiques extrêmement élevés ici. C'est incroyable de voir ça. C'est pas quelque chose. Je m'attendais pas à ça en fait. Alors que, en fait, le graphique nous informait effectivement que la volatilité était réduite sur l'alcool dominance, mais j'avais pas eu le discernement nécessaire. J'avais pas eu finalement cet esprit critique nécessaire pour voir qu'on était dans une phase où en fait, voilà, on avait accepté, hein, le prix des altcoins et le fait que la DeFi avait pris une réelle importance, même si je le savais, je l'avais pas transposé et visualisé sur les graphiques. Vous voyez, maintenant j'arrive à le voir en fait, hein. Quand on voit ce graphique, on se dit que le Chiliz est sur un prix extrêmement élevé par rapport au Bitcoin. C'est une crypto-monnaie qui a une résilience énorme. Et oui, oui, on peut revenir plus bas. Oui, effectivement, il y a des niveaux qui peuvent être atteints, notamment avec une chute, hein, comme je le disais tout à l'heure, de l'alcool dominance. Pourquoi pas sur cette ligne, voire un peu plus basse? On est très haut. Donc oui, il faut quand même s'attendre à des petits retracements. Mais de là à penser, comme je le disais, que par exemple Chiliz ici sur ce graphique revienne chercher cette zone-là, je ne crois pas. Ça prouve que le projet est toujours présent et que même en phase de bear market où finalement le capital sort des crypto-monnaies pour aller ailleurs, où effectivement plus personne ne s'intéresse à ce secteur et qu'on ait toujours un Chiliz aussi important comme ça avec un prix qui se maintient, laisse présager effectivement qu'en cas de bull market, on ait quelque chose qui fasse moon. Voilà, si les gens qui travaillent sur ce projet continuent à le faire de cette façon, bah, ils restent dans la même perspective, dans la même ambiance, peut-être qu'on peut avoir ce phénomène qui se produit avec une crypto qui part sur la lune. Mais attention, tout ça, bah, effectivement, c'est de la spéculation. Donc modérez votre risque en possédant peut-être qu'une petite partie de votre portefeuille en Chiliz. N'allez pas mettre 80% de votre argent dans le Chiliz. Ça serait un petit peu risqué, je pense. Il faut rester les pieds sur terre. On joue pas au casino ici, hein. On n'est pas en train d'aller mettre effectivement son argent sur la couleur rouge à la roulette. On continue avec CRV, protocole Curve. Donc effectivement, je pense que c'est un protocole décentralisé qui a un certain avenir. J'ai envie de voir d'ailleurs, tiens, je me pose la question, je vais aller sur le site que je vous ai montré hier, Token Unlock. Est-ce qu'il y a CRV dessus? Je me pose cette question. C'est un peu long à charger là. Alors on va regarder ça. Je vais sur la barre de recherche qui est ici. Je mets CRV. Voilà, et bien sûr, elle n'y est pas. Ouais, il n'y a pas beaucoup de crypto-monnaies encore. C'est une version bêta, c'est dommage. J'aurais forcément aimé avoir les informations sur les tokens qui sont encore bloqués, l'inflation qui reste à prévoir, etc.
Malgré tout, on peut tout de même aller voir sur CoinGecko pour essayer d'avoir un peu certaines informations pertinentes. On voit qu'il y a une offre totale de 1,8 milliard, une offre maximale de 3,3 milliards et 600 millions en circulation. Donc attention, oui, il y a quand même forcément énormément de tokens qui sont bloqués. On prend ce chiffre-là, voilà, on voit qu'il y a, si je dis pas de bêtises, 20% à peu près des tokens qui sont débloqués, 80% des tokens qui sont encore bloqués. Et là, en off, je viens de m'apercevoir qu'en fait, il était sur Token Unlock. Il faut taper Curve ici et non pas CRV. Voilà. Bon, leur barre de recherche n'est pas optimisée. Il va falloir travailler là-dessus. Non, mais je plaisante. Le site est vraiment bien fait. Évidemment que forcément, quelqu'un travaillera là-dessus. On voit donc que je me suis trompé. Donc, il en reste 617 millions qui sont bloqués et 1 milliard débloqués et 400 millions qui sont pas indéterminés. Ouais, c'est quand même étonnant, parce qu'en fait, c'est pas les mêmes données que sur CoinGecko. En circulation, 636 millions, on va dire, off total 1,8 milliard. Je suis en train de regarder ça en même temps avec vous. Je sais pas si je vais passer ça dans la vidéo ou si je vais le couper au montage, désolé. Je sais pas à qui il faut faire confiance, mais grosso modo on voit Circulating Supply, donc 636 millions, ça c'est le même chiffre effectivement que sur CoinGecko. Donc après on voit qu'il en reste plus que 617 millions à débloquer ici, sur ce qui est expliqué. Donc je pense qu'en fait, ouais, on voit que l'offre totale et l'offre maximale finalement n'a pas été prise en compte, ces 3,3 millions ici sur Token Unlock, excusez-moi, qu'effectivement on voit le graphique. Je pense que les recherches ont été faites, je pense pas qu'ils mettent et qu'ils rajoutent des tokens sur ce site Token Unlock sans avoir au moins vérifier les données. Donc je fais confiance à Token Unlock. Effectivement, on est sur la moitié de l'inflation. Vous voyez que là, on arrivera plutôt sur la fin, ici, aux alentours de 2026. Donc c'est pas encore. Et oui, il reste une inflation à prévoir. Et si on regarde, cette inflation, elle est en majorité donc avec la partie rouge et la partie grise. Ça concerne d'une part les équipes, donc finalement, et les investisseurs. La question, c'est de savoir si, lorsqu'ils débloquent les tokens, est-ce qu'ils les vendent ou est-ce qu'ils les gardent. Et ensuite, la communauté LP. Donc ça, c'est par rapport au protocole qui lui est décentralisé. Il y a des récompenses qui sont distribuées a priori aux utilisateurs du protocole que je n'ai jamais utilisé, donc je ne peux pas vous détailler. Et donc effectivement, ça reste de l'inflation certes, mais qui est distribuée aux utilisateurs de la plateforme. Donc ça, c'est une bonne inflation pour moi. C'est pas quelque chose de négatif. C'est pas comme quand on a des investisseurs privés avec l'argent qui se débloque petit à petit, effectivement, qui vont aller vite les revendre sur le marché pour faire et prendre leurs bénéfices. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On est sur un protocole décentralisé. Je le répète. Son prix est de 68 centimes. Son bottom ici, c'était en 2020, en octobre, il avait touché les 29 centimes. Et on voit que peut-être on a cette opportunité à saisir. Là, on avait touché les 6,89$ sur probablement une overspéculation. Est-ce qu'on peut espérer un nouveau sommet? On va peut-être pas parler de ça tout de suite. Ça serait beaucoup trop tôt pour le dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on fait encore un plus bas. À l'image du Bitcoin, on a une sorte de chute extrême avec une chute qui ralentit à cet endroit-là. Maintenant, si on regarde CRV par rapport au Bitcoin, effectivement, on observe qu'il est quand même, alors je vais même zoomer et je vais vérifier avant de dire n'importe quoi, on voit quand même qu'il est beaucoup moins résilient que Chiliz ou bien que Matic, mais malgré tout, il a eu sa phase de hausse pendant le bull run, certes, et aujourd'hui, on fait des nouveaux plus bas, mais vous voyez qu'on est plutôt aussi, on pourrait catégoriser ça en double bottom, on n'est pas plus bas que le précédent plus bas du précédent bull run. Ouais, c'est pas forcément mauvais, et puis bon, on voit que c'est plutôt quelque chose où on est sur un prix accepté par le marché ici, entre les 7800 Satoshi et les 4400 Satoshi. Donc son prix par rapport au Bitcoin nous montre qu'il est plutôt résilient, en tout cas qu'il est plutôt à l'image du Bitcoin. Il n'y a pas d'excès d'euphorie dessus, ni d'excès de panique. Ici on fait une petite analyse du protocole, et je regarde l'interface, je vois que c'est très très basique, mais vous savez quoi, ça me plaît en fait, cette interface à l'ancienne. Je trouve pas ça dégueulasse finalement, alors que probablement certains trouveront ça moche, mais je pense que c'est volontaire. Donc c'est assez marrant. Oui, voilà, vous pouvez échanger des crypto-monnaies entre elles. Vous avez plusieurs blockchains qui sont disponibles. Vous avez la possibilité de connecter votre portefeuille. Vous voyez ici avec MetaMask, Trezor, Ledger, Wallet Connect, etc. Et je remarque d'ailleurs qu'il n'y a pas Trust Wallet dessus, qui est donc le wallet décentralisé de Binance. Vous avez ici plusieurs pools. Vous pouvez ajouter de la liquidité. Voilà, c'est classique. C'est une plateforme décentralisée, on va dire, plus ou moins classique, qui probablement a ses subtilités que je ne connais pas. Mais effectivement, je trouve ça assez sympa comme interface. Je tiens à le dire, des fois, c'est pas le cas. En fait, je crois que je trouve ça simple et efficace, tout simplement, avec pas de trucs, on va dire, annexes qui viennent nous pourrir le visuel. Je trouve ça relativement simple et efficace.
Et je suis curieux en fait de voir, parce que là je vois écrit Visit Old UI, de voir à quoi ressemblait l'interface avant qu'il ressemble à ça, qui déjà je trouve fait un peu vieux. Et bien voilà, ça ressemblait à ça, c'était encore, j'allais dire pire, mais pour moi non, je trouve ça sympathique en fait, j'aime bien. Bref, on va continuer, on va regarder rapidement du coup, on voit qu'il y a 3,58 milliards de dollars bloqués sur Curve, donc c'est quand même pas mal, hein. Mais Curve par contre c'est un protocole, et c'est pour ça qu'il faut bien faire la différence entre toutes ces choses-là, parce que, bien sûr, en fait, les 3,58 milliards qui sont en TVL sur Curve sont dispatchés entre plusieurs blockchains. Par exemple, je vous mets l'Ether ici, donc je vais sur cette fois-ci la blockchain Ether. Vous voyez, il n'y a plus écrit protocole, là il y a écrit Home, donc vous êtes sur le réseau d'Ether. Il y a Curve qui est indiqué ici avec 3,28 milliards. Donc en fait, quasiment la totalité de l'argent qui est bloqué sur Curve se trouve sur le réseau d'Ether. Vous voyez, 23 milliards au niveau du réseau. C'est par exemple, je mets Polygon, je vous montre, on va en faire deux pour que vous compreniez bien. Polygon ici, pareil, c'est un réseau, c'est une blockchain qui est donc un layer 2 a priori, en tout cas en devenir d'Ether. On voit que sur Curve, eh bien, il y a 71 millions de bloqués sur la blockchain de Polygon. Donc c'est intéressant de voir que c'est quand même beaucoup, en fait, 3,58 milliards au niveau de ce protocole qui est Curve. Si par exemple je prends AAVE, qui est un autre protocole, alors là je vois que j'ai les trois possibilités, c'est un peu chiant, on va prendre la V3, voilà. 487 millions. Si je prends AAVE V2, 3,14 milliards. Si je prends AAVE V1, 22 millions. Voilà, donc on peut prendre en compte simplement la V2 et on voit que, regardez, à AVE tout de même, parce qu'en fait les deux autres chiffres sont tellement faibles que voilà, ça rajouterait pas grand chose aux 3,14 milliards. Donc quand même, on le voit ici, AVE finalement a un TVL moins important que Curve pour ce protocole. Donc c'est quand même intéressant parce que AVE c'est un gros truc quand même. Et on a Curve qui a une TVL plus importante. Donc je pense que c'est un projet sur lequel il faut s'intéresser et sur lequel je vais m'intéresser à l'avenir et j'en reparlerai probablement. Ceci étant dit, j'arrive sur la fin de l'émission. Merci à tous de m'avoir écouté. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît. Allez, salut tout le monde.